Qu'est-ce qui attire votre attention ici? Et si je vous disais que ce qui n'apparaît pas est en fait ce qui façonne l'avenir de tout un pays? En Inde, des millions de filles disparaissent avant même de naître. C'est une crise silencieuse qui transforme profondément une société qui, depuis des siècles, privilégie les garçons. Dans ce pays, passé et présent se mêlent dans une trame complexe, où la préférence pour les filles a toujours été évidente. Ce choix n'est pas un hasard, il a été façonné au fil des siècles par les traditions, la religion et la structure sociale. Tous ces éléments se sont mêlés pour créer une culture qui voit la naissance d'une fille non pas comme une célébration, mais comme une source d'inquiétude. Mais pourquoi cela continue-t-il encore aujourd'hui? Et quels sont les enjeux pour l'avenir de l'Inde? Le système de la dot, bien qu'illégal, reste une force souterraine puissante. Les familles voient la naissance d'une fille non seulement avec amour, mais aussi avec la perspective d'une dette future. Un fils, en revanche, représente une sécurité financière, une garantie contre la pauvreté dans la vieillesse. Dans les villages où la terre est tout, avoir un fils signifie avoir des mains pour travailler et quelqu'un à qui léguer ses biens. La continuité de la lignée familiale, profondément ancrée dans la psyché indienne, dépend de lui. Les écrits sacrés hindous, avec leur influence culturelle massive, renforcent subtilement cette préférence. Les anciens rituels, encore pratiqués, célèbrent la naissance d'un garçon avec plus de ferveur. Les filles restent et prennent soin des parents âgés, tandis que les filles quittent leur foyer pour rejoindre la famille de leur mari après le mariage. Cette dynamique crée une perception d'investissement perdu pour les filles, un calcul froid qui néglige la valeur intrinsèque de toute vie. Même avec l'avancée de l'éducation et de l'urbanisation, ces racines culturelles persistent. Dans les villes, la préférence est moins explicite, mais influence toujours les décisions familiales de manière subtile et profonde. Cette tendance historique n'est pas figée dans le passé. Elle a évolué, s'adaptant aux réalités contemporaines. La révolution technologique dans le domaine médical a apporté des progrès incroyables. Mais en Inde, cette même technologie est devenue une arme à double tranchant dans la question des avortements sélectifs. L'échographie, conçue pour sauver des vies, est désormais utilisée comme un outil pour les éliminer avant même qu'elle ne voie le jour. Dans les années 70, l'introduction de l'échographie a marqué le début d'une nouvelle ère, ce qui aurait dû être un moment de joie pour les futurs parents. Voir leur bébé pour la première fois s'est transformé en une opportunité pour sélectionner. En un simple examen, les familles pouvaient découvrir le sexe du fœtus et décider de son sort. La prolifération de cliniques clandestines dans les zones urbaines et rurales a nourri cette pratique. Opérant dans l'ombre, ces établissements offrent des services rapides et discrets, souvent sans aucune supervision médicale adéquate. Un commerce lucratif a émergé, exploitant le désespoir de familles prises entre des traditions séculaires et des réalités économiques modernes. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils trouvent de nouvelles façons de contourner la loi. Les tests ADN prénatal, initialement développés pour détecter les anomalies génétiques, sont désormais utilisés pour déterminer le sexe du bébé dès les premières semaines de grossesse. Ces échantillons de sang peuvent facilement être envoyés à des laboratoires à l'étranger, contournant ainsi les restrictions locales. Le gouvernement indien tente de lutter contre cette pratique en renforçant les réglementations et en surveillant de près les équipements médicaux. Cependant, l'immensité du pays et la corruption généralisée rendent difficile l'application efficace de ces mesures. Pour chaque clinique fermée, une autre émerge aussitôt. À une époque où l'information circule à la vitesse de la lumière, les frontières entre légal et illégal deviennent floues. Les forums en ligne et les applications de messagerie sont devenus des plateformes où l'on partage des informations sur la façon de contourner les lois, créant un réseau souterrain de savoir interdit. En 1994, le gouvernement a pris une mesure importante en adoptant la loi sur les techniques de diagnostic prénatal, interdisant la divulgation du sexe du fœtus. Cependant, la réalité raconte une autre histoire. Les cliniques clandestines continuent de fonctionner, protégées par un réseau de complicité silencieuse impliquant des familles, des médecins et même des autorités locales. Le stigmate social autour du sujet complique encore plus la situation. Les femmes qui refusent de se soumettre à des avortements sélectifs subissent souvent une pression familiale intense, l'ostracisme social et, dans les cas extrêmes, la violence domestique. La peur des répercussions sociales empêche de nombreuses victimes et témoins de signaler les cas d'avortements sélectifs.
Les sanctions prévues par la loi sont sévères, allant de lourdes amendes à la prison pour les médecins et les familles impliquées. Cependant, les condamnations sont rares. La nature clandestine de cette pratique, combinée à la réticence des communautés à coopérer avec les enquêtes, fait que peu de cas aboutissent devant les tribunaux. Le déséquilibre démographique en Inde, conséquence de décennies d'avortements sélectifs, engendre une crise sociale sans précédent. Dans certains États, la pénurie de femmes a atteint des niveaux alarmants, certaines régions ne comptant que 800 femmes pour 1000 hommes. Les écoles de ces régions reflètent cette réalité déformée. Les salles de classe, dominées par une écrasante majorité de garçons, non seulement nuisent au développement social des enfants, mais perpétuent également les cycles d'inégalité entre les sexes. Sans la présence d'épouses et de filles, de nombreux foyers manquent du soutien émotionnel et des soins traditionnellement fournis par les femmes. Cela entraîne une augmentation des problèmes de santé mentale chez la population masculine, notamment la dépression et l'abus de substances. Le déséquilibre entre les sexes en Inde a déclenché une vague de violence et d'exploitation à l'encontre des femmes, exacerbant des problèmes sociaux déjà existants. Cette crise silencieuse transforme des régions entières en zones à haut risque pour les femmes. Dans les régions les plus touchées, la pénurie de femmes a entraîné une augmentation alarmante des cas de viol et d'agressions sexuelles. Dans des États comme le Haryana, où le rapport entre les sexes est particulièrement déséquilibré, les taux de crimes violents contre les femmes ont explosé ces dernières années. Dans ce contexte, le trafic de femmes est devenu une industrie sombre et lucrative. Les réseaux criminels exploitent le désespoir des hommes célibataires en important des épouses provenant des États plus pauvres ou de pays voisins comme le Bangladesh et le Népal. Ces femmes, souvent mineures, sont vendues comme des marchandises, contraintes à des mariages sans consentement et souvent soumises à des conditions d'esclavage domestique et sexuel. Les efforts pour lutter contre ces problèmes rencontrent des obstacles majeurs. L'application des lois est souvent insuffisante et les cas de violence contre les femmes ne sont pas toujours pris au sérieux par les autorités. Le stigmate social et la peur des représailles empêchent de nombreuses victimes de signaler les abus. L'économie locale est également touchée. Les industries qui dépendent de la main-d'œuvre féminine, comme le textile et l'artisanat, souffrent d'un manque de travailleuses. Dans les zones rurales, où l'agriculture constitue la base de l'économie, la pénurie de femmes crée de sérieux problèmes. Elles ont toujours joué un rôle essentiel dans les activités agricoles, de la plantation à la récolte, et leur absence réduit la productivité et augmente les coûts de main-d'œuvre, compromettant l'équilibre alimentaire du pays. Le secteur des services, comme le service clientèle et l'hôtellerie, est également confronté à d'importants défis. La pénurie de femmes affectant la qualité du service dans des domaines qui bénéficient traditionnellement des compétences interpersonnelles féminines. De plus, le déséquilibre affecte les modèles de consommation. Les industries qui dépendaient traditionnellement des consommatrices, comme la mode et les cosmétiques, constatent une réduction significative de leur marché potentiel. Les estimations indiquent que si les tendances actuelles se poursuivent, l'Inde pourrait avoir un excédent de 40 millions d'hommes en âge de se marier d'ici 2030. Ce déséquilibre massif non seulement intensifiera les problèmes sociaux existants, mais créera également de nouveaux défis à une échelle sans précédent. La migration interne et internationale est susceptible de croître. Les régions avec peu de femmes pourraient connaître une sortie massive d'hommes, tandis que les zones avec un équilibre de genre pourraient ressentir une pression démographique croissante, générant des tensions sociales et politiques entre États et communautés. L'avenir démographique de l'Inde est un tournant crucial. Les choix faits maintenant par les familles, les communautés et les dirigeants détermineront si le pays pourra inverser le déséquilibre ou s'il fera face à des décennies de conséquences dévastatrices. L'urgence est réelle, car chaque jour sans changement signifie plus de vies perdues et un avenir encore plus incertain pour l'une des plus grandes nations du monde. Le déséquilibre de genre et la préférence pour les filles ne sont pas des problèmes exclusifs à l'Inde. Le Vietnam et la Chine sont confrontés à ce problème depuis des décennies, en raison de sa célèbre politique de l'enfant unique. La Corée du Sud a été un cas de succès. Dans les années 90, le pays avait l'un des pires déséquilibres de genre au monde. Mais grâce à la croissance économique, aux changements dans les lois d'héritage et à d'intenses campagnes publiques, la Corée a réussi à inverser la situation en seulement 2 décennies. En revenant aux exemples, les pays voisins de l'Inde, comme le Pakistan et le Bangladesh, sont également confrontés à des défis similaires. Cependant, le Bangladesh se distingue par ses progrès, principalement grâce à l'émancipation économique des femmes et à l'éducation.
Aux États-Unis et en Europe, la question prend une autre forme. La technologie de sélection de sexe est disponible, mais soulève des débats éthiques quant à son utilisation. Alors que des pays comme le Royaume-Uni interdisent cette pratique à des fins non médicales, les États-Unis l'autorisent sous certaines réglementations. Le Canada fait face à un dilemme intéressant. Sa société multiculturelle doit gérer des immigrants qui apportent avec eux une préférence pour les garçons, défiant ainsi les politiques de santé et d'intégration culturelle. Ces exemples internationaux montrent qu'il existe certains modèles universels. Le développement économique et l'éducation des femmes sont fortement associés à la réduction du déséquilibre de genre. De plus, les changements législatifs, notamment en matière de droit de succession, jouent un rôle important. L'expérience mondiale laisse clairement entendre qu'il n'existe pas de solution unique. Chaque pays doit adapter ses stratégies à ses réalités culturelles et socio-économiques. Mais le message est unanime. La lutte contre le déséquilibre de genre exige un effort coordonné et continu pour atteindre une véritable égalité. L'avenir de l'Inde et peut-être de toute la région dépendra de la rapidité et de l'efficacité avec lesquelles le pays pourra inverser ce cycle. Si l'histoire nous enseigne quelque chose, c'est que la société paie toujours le prix de l'inégalité. Et l'Inde ne fera pas exception. En plus de ce problème, l'Inde fait face à un autre défi qui affecte négativement sa population jusqu'à aujourd'hui. Et j'en parle dans la vidéo qui apparaît à l'écran.